Il est 23 heures. Nous avons rendez-vous avec un jeune truand. Il est surnommé Renard. Donc, vous imaginez où qu'ils en font la comédie. Ils font de la comédie. Moi, pendant ce temps-là, il y a des gens qui, des Marcusia, des trucs comme ça, des vidéos, qui ont été envoyés par des gens pour raconter tout et n'importe quoi sur moi. Ils n'ont toujours pas été interpellés. On le compare très souvent à Nicolas Sarkozy pour le côté néolibéral. Oui, ça, par contre, c'est un vrai néolibéral, oui. Ouais, le côté bling-bling. C'est un TPMG. C'est-à-dire Tout pour ma gueule. C'est un TPMG. C'est-à-dire Marcus! Oh, t'es passé de l'autre côté de la barrière. L'équipe, je sais pas si vous avez vu. Marcus, il a fait un documentaire. Moi, j'avoue, je l'ai regardé, vous voyez bien. Il a fait un documentaire là sur B2O. Oh putain, c'est chaud. Franchement, je vous conseille d'aller voir la vidéo. Personnellement, je suis mitigé parce que je dois reconnaître la qualité de l'investigation, de la recherche. Vraiment, là, c'est quelqu'un, limite, faut pas qu'il se mette sur ton dos en vrai, Marcus. Parce que quand il cherche vraiment. Mais sincèrement, Marcus, et c'est avec tout le respect que je te dois, il n'y a pas du tout de clash ou quoi que ce soit. Est-ce que tu aurais fait la vidéo sur B2O si vous n'étiez pas rentré en embrouille? Parce que avant, tu étais quand même un fervent défenseur de B2O. Hein. Tu parlais pas en mal de lui il y a 4 mois. La vérité. Et ça m'étonnerait que toutes les informations dont tu disposes, là, tu les aies récupérées, là, en 1 semaine, 2 semaines. C'est pas vrai. Salut les amis, c'est Marcus Dia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle analyse. Aujourd'hui on plonge dans la deuxième partie de Dr Ellie et Mr Booba, intitulée TPMG. TPMG, abréviation de tout pour ma gueule. Alors ce n'est pas juste un titre accrocheur, c'est une expression utilisée par l'oncle de Booba, Jean Borsenberger, ou Borsenberger, pour définir son propre neveu. C'est un TPMG. C'est-à-dire Tout pour ma gueule. Alors je vous propose un exercice très simple, prendre cette expression et voir si elle colle réellement avec la psychologie de Booba. Est-ce que tout pour ma gueule, c'est juste une punchline de tonton ou la vraie nature d'Eliafa? Dans l'intro de cette vidéo, je partage le frère de la page TikTok Flashy News qui me dit « Frérot, t'es passé de l'autre côté de la barrière, est-ce que tu aurais fait cette vidéo si toi et Booba n'étiez pas en embrouille ?» Avant de répondre, je tiens à te remercier pour la force, le partage et le relais de la première partie de cette vidéo. Force et honneur. Et j'aimerais également remercier le frérot de la chaîne YouTube Daquin Masqué qui a partagé à plusieurs reprises mes vidéos et dénoncé la censure que je subis. Grosse force à toi. Et pour finir, gros remerciement à tous ceux qui sont fidèles à cette chaîne du plus ancien au plus récent. Grosse force à vous, grosse force à nous les amis. Maintenant, on va remettre les choses au clair. Non, je ne suis pas passé de l'autre côté de la barrière, car j'ai toujours été un électron libre. Par contre, soyons honnêtes, si Booba ne m'avait pas clashé pour mon soutien à la mère de Werenoi, je pense que cette vidéo, je n'aurais pas pu la faire de la même manière. Il a fallu passer par cette situation, par ce pseudo-clash, pour que certains voiles tombent. Mais vous allez voir que c'est plus complexe que juste dire il l'a attaqué, donc il se venge. Certains me reprochent d'avoir sorti cette vidéo que maintenant. Les questions qui reviennent souvent dans les commentaires, pourquoi tu sors cette vidéo seulement maintenant? Pourquoi tu ne l'as pas faite avant? La plupart de ces critiques viennent de personnes qui regardent ça comme des spectateurs, sans savoir qu'il y a eu des liens, des échanges, des années de contact entre moi et Booba. Des choses qui m'ont poussé à croire qu'il était authentique, un homme de principe, un rebelle anti-système, comme il aime le vendre depuis le début de sa carrière. Ceux qui me suivent sont au courant qu'on aime me taxer de complotiste, surtout quand je parle de faits de société. Donc forcément, un Booba qui joue l'anti-système, qui parle de colonisation, de racisme, de négritude sur le papier, ça match avec mon profil. Alors contrairement à ce que les gens croient, j'ai été en contact avec lui pendant plusieurs années. Et c'est lui qui est venu vers moi. Même si en vérité, j'ai grandi avec des gens de son entourage, ou plutôt des gens auxquels il s'est greffé. À chaque changement de numéro, il m'envoyait le nouveau dans la foulée. On échangeait sur des sujets sérieux, moins sérieux, on parlait de géopolitique, de faits de société, la théorie du genre, du rap, etc. Et là, j'ai remarqué un premier décalage. Au téléphone, Booba s'exprime bien mieux que dans ses interviews, où on a l'impression
qu'il joue le mec qui parle mal, qui articule mal, un peu comme le bobo parisien qui change son langage pour se mélanger avec des banlieusards. Pour résumer mon lien avec lui, voyez-le comme une alliance de deux personnes qui sont censées être en accord sur le même combat et certainement pas comme du fanatisme, voire même pour les plus irrespectueux, de l'idolâtrie. Pour mieux comprendre, reprenons une de mes anciennes analyses, une vidéo sur le clash Booba versus Rof. Dans cette vidéo, j'explique que Rof semble souffrir d'un complexe, voire de troubles identitaires, et je le mettais en contraste avec la pseudo-négritude assumée de Booba. Concert en Afrique, références historiques liées à l'esclavage, discours de militants noirs, son gangsta rap saupoudré de prises de position pour la communauté à laquelle il s'identifie, celle de la communauté noire. Suite à cette vidéo, en interne, Booba me confirme, oui c'est bien ma négritude qui pose problème à Rof. Là je suis persuadé d'avoir affaire à quelqu'un de cohérent, qui assume un vrai positionnement identitaire et militant. Et si vous revisionnez la première partie de cette vidéo, vous verrez qu'à aucun moment je suis dans un clash gratuit. Je questionne la véracité de sa classe sociale, le fait qu'il n'a pas eu le même parcours de banlieue que beaucoup de rappeurs, mais sans jamais lui enlever son talent. On lui a souvent reproché de s'être inventé une vie, d'être un acteur, et c'est là que je commence à me dire, si le personnage a peut-être menti sur certains aspects de sa vie, pourquoi il n'aurait pas menti sur sa pseudo-cause pro-noire? Parce que moi, au-delà de la musique, j'ai adhéré à Booba sur son discours contestataire, son côté militant et plus ou moins sa pseudo-posture d'antisystème. Quand j'échange avec Booba en privé, je le vois avec l'image des hommes de l'ancienne génération, ceux qui ont des vrais principes, pour qui la parole colle aux actes, des codes et des principes qui parlent aux banlieusards d'antan. Je fais partie de cette ancienne génération, je vais même dire de cette dernière génération, qui a grandi avec le principe que la parole est sacrée. Donc je n'arrive pas à imaginer que Booba soit un personnage, qu'il puisse mimer des répliques piquées à des productions hollywoodiennes, qu'il puisse jouer une version scénarisée de lui-même. Alors petite précision, puisque je vois déjà certaines personnes venir, je n'ai aucun regret sur les vidéos que j'ai faites à l'époque, et je pourrais les refaire très facilement, même aujourd'hui. Alors, pourquoi? Parce que déjà dans un premier temps, parce qu'elles contiennent des vérités, souvent accompagnées de preuves. Je ne les ai jamais faites pour créer de l'injustice ou pour servir un camp. Mon concept, c'est l'anti-manipulation. Contrairement à ce qu'on veut me coller sur le dos, je n'ai jamais été dans un délire de rat de pif fanatique. La preuve, j'ai toujours partagé et défendu Alpha 520, alias Ousmane Badara, même dans sa posture d'ennemi de Booba, parce que j'apprécie l'homme et son combat me tient très à cœur. Quand j'invite Desporuti sur cette chaîne, à cette période, il clashait Booba, il avait même sorti son morceau King of Cop. Est-ce que c'est le comportement d'un rat de pie? Alors c'est aussi pour ça que j'ai toujours dit publiquement que je n'avais aucun échange, aucun lien avec Booba, parce que je savais très bien que les gens allaient utiliser ça pour décrédibiliser mon travail, dire tu le défends parce que t'es pote avec lui. Quand je démonte les stratégies ou les manipulations de certains ennemis de Booba, et plus particulièrement 3 d'entre eux, c'est parce qu'ils se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Et j'aurais pu faire ces analyses, même sans leur clash avec lui. Les premiers à venir me dire « on t'avait prévenu ». On savait qu'il allait te trahir. C'est souvent ceux qui jubilaient de voir Booba m'attaquer un jour. Ils étaient dans l'animosité parce que mes vidéos ne servaient pas leur rappeur préféré. D'ailleurs, certains haters se cachent parfois des fanatiques. Les clashs entre artistes alimentent des clashs entre fanatiques. À tel point que j'ai vu des gens souhaiter ma mort en commentaire, créer des faux comptes juste pour déverser leur haine. Les anti-Booba venaient en DM juste pour m'insulter et les pro-Booba le font aujourd'hui car ils me voient comme un ennemi. Et je l'avoue, je prenais parfois du plaisir à jouer du fanatisme de certains pour les orienter vers des sujets plus sérieux que le rap. Pour ceux qui pensent que je suis un rat de pie déçu, c'est mal me connaître. On me parle de rancune. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais expliqué dans la première partie de cette vidéo que j'étais au courant qu'il parlait dans mon dos, qu'il complotait, qu'il essayait de récupérer des infos sur moi. Alors je savais qu'à un moment, ça allait tourner et je l'observais. Et il a franchi une ligne rouge. Vouloir me nuire car je défends l'honneur d'une mère, d'une maman endeuillée. Quand tu connais l'importance d'une mère dans notre culture, tu comprends que tu n'as pas affaire à des humains. Autre erreur de sa part, utiliser le champ lexical du colon contre moi. Essayer de détruire mon association qui lutte contre la négrophobie et autres discriminations, au moment même où je venais de la lancer. Partager Bassem contre moi.
Là, je me suis dit, ce mec n'est pas celui qu'il prétend être. Ses histoires d'île de Gorée, d'arracher la culture aux colons, sa pseudo-lutte pour la cause noire, tout ça, c'est du pipeau. Parce que aucun vrai militant noir ne se comporterait de cette manière. J'observais son petit jeu de vicieux en sous-marin. Donc on avait un Booba qui contacte des gens, qui leur demande une photo de moi, qui affirme que je déraille, qui affirme qu'il doit se protéger de moi, qu'il ne me fait pas confiance et que je ne marcherai pas droit. Pour reprendre ses mots, il disait que ça le détendrait si on connaissait son identité. Alors il faisait des sous-entendus, me traitait de lâche sur les réseaux, alors que ça faisait des années qu'il avait mon contact direct. S'il avait un problème avec moi, il pouvait très bien m'appeler, m'envoyer un message, comme il l'a fait pendant des années, ou même quand il devait me donner des infos, ou quand il me demandait si ça m'intéressait, par exemple, de dévoiler en exclusivité l'identité derrière le média Kunta Kinte, chose qu'il a fait par lui-même, contrairement au dire du principal ciblé. Alors pendant ce temps, je vous le répète, je l'observais et je l'analysais. Et je pense que les personnes qui m'avaient prévenu sur ce personnage avaient raison. Et je vais à travers cette vidéo vous montrer ce que je vois et ce que je comprends. Les amis, j'ouvre une petite parenthèse, vu que je vais devoir m'absenter quelques jours, je profite de cet espace-temps pour ajouter un bloc important lié à ma vidéo sur le clash entre Babs, ancien producteur de Ouais Renoir, et le collectif Barbe Noire. Alors dans cette vidéo, j'ai expliqué que ce collectif s'appelait avant KLO IA. IA comme intelligence artificielle. Ils étaient crédités comme compositeurs sur quelques morceaux de Ouais Renoir. Pourquoi parler de secret professionnel pour un morceau qui n'appartient pas à un artiste qu'ils produisent? Et quand on creuse, le nom Barbe Noire revient souvent, très souvent, dans les crédits de Ouais Renoir sur plusieurs morceaux. First, 11-04-2025, Titanic, Cordillère en feat avec Maes, Colisée, C63, L'Or et la Pierre, Animal, Location, Moteur Brûlant, etc., etc. On apprenait ainsi qu'un nouveau featuring entre la Crime et Ouais Renoir avait été réalisé par une intelligence artificielle nommée KLO IA. Et devinez quoi, KLO IA va disparaître. Enfin, pas tout à fait. Quand on clique sur le compte, on se rend compte qu'il a changé de nom et se sont rebaptisés Barbe Noire. Le même collectif crédité sur les morceaux de Ouais Renoir. Et je trouvais assez étrange que lorsqu'une exclue posthume de Ouais Renoir est partagée par Babs, Barbe Noire, anciennement KLOIA, partage le même extrait avec la voix d'un membre du collectif. Et je posais cette question. Est-ce qu'il serait possible d'utiliser l'IA pour sortir des morceaux inédits d'un artiste décédé? Alors quelques heures ou jours après ma vidéo, le nom de Barbe Noire va subitement être masqué dans les crédits Spotify des morceaux de Ouais Renoir. Hasard ou pas, le timing est très étrange. Merci au TikToker Sam Bibi qui a visionné ma vidéo et qui a remarqué ce changement dans les crédits. Hier soir, j'ai regardé la vidéo de Marcus Dia par rapport à Ouais Renoir, Barbe Noire et Lia. Franchement, il y a beaucoup de choses à dire. Vous voyez, Babs, il nous fait des trucs bizarres, moi je vous le dis. Donc, là, comme c'est là, le truc c'est quoi? C'est que dans les sons de Ouais Renoir, avant il y avait, dans les crédits, il y avait Barbe Noire. Maintenant, il n'y a plus Barbe Noire, c'est bizarre ça. Et moi, j'ai été regarder dans le feed de Maes et Ouais Renoir Cordillère, il y a le crédit de Barbe Noire. J'aimerais bien savoir ça. Babs, qu'est-ce que tu nous caches? Après vérification, je confirme, Barbe Noire disparaît des crédits sur First, Titanic, Colisée, 11-04-2025, Moteur Brûlant, C63, L'Or et la Pierre, Animal, Location, Faf. Par contre, le nom reste présent sur le morceau Cordillère, présent sur l'album de Maes. Et c'est logique, car ce sont eux qui sont au contrôle sur les crédits de ce morceau. Ça veut dire quoi? Que leur nom a été masqué dans l'interface, mais qu'il reste enregistré à la SACEM. Pourquoi ce masquage? Est-ce que c'est lié à ma vidéo? En tout cas, le timing est assez étrange. Babs, qu'est-ce que tu nous caches? Autre point important qu'il est nécessaire de rappeler,
La plupart des morceaux de Werenoi étaient écrits par lui-même. J'apporte cette précision car beaucoup de personnes sont en train de réécrire l'histoire de cet artiste talentueux. Ceux qui l'ont vu en studio disent que c'était un chirurgien de la rime. Sadek lui-même le rappelle dans son live que j'ai partagé sur cette chaîne. Il parle de Werenoi comme d'un phénomène et explique que la participation de Barbe Noire sur certains morceaux, c'était surtout pour répondre à une suractivité, une surproduction, à une période où Werenoi était très lessivé et très fatigué. On va maintenant revenir au cœur de TPMG, avec Booba alias le roi Geoffrey, chef des pirates. Rentrons dans le vif du sujet. Dr. Ellie et Mr. Booba, TPMG, partie 2. J'ai légèrement retouché le concept de cette vidéo pour l'adapter à l'actualité récente. Booba, alias Eliafa, s'est remis à me clasher pile au moment où le producteur Babs, anciennement producteur de Werenoi, s'est mis à m'attaquer sur les réseaux. Même situation, même timing qu'il y a 2 mois. Comme la première fois, j'ai répondu, mais cette fois-ci, j'ai élevé le niveau. Résultat, Booba a préféré me bloquer de ses réseaux sociaux et a essayé de se faire passer pour une victime en expliquant que j'étais un obsédé et un calomniateur. On parle quand même de Booba, l'homme des clashs, capable d'harceler des gens pendant des années, et là, il lui a fallu moins de 24 heures pour me bloquer. C'est pas vraiment habituel de sa part, mais je pense qu'il a compris que j'étais passé en mode anti-manipulation le concernant. Dans cette vidéo, TPMG, je vais remettre les choses à leur place et répondre à son accusation de calomnie. Allez, on attaque. Comme d'habitude, je vous demanderai un max de likes, un max de partage pour contrer la censure. N'hésitez pas à utiliser l'option boost. N'hésitez pas à également me rejoindre sur ma nouvelle page Instagram MarcusDiaz.tv, vu que les coupables ont fait sauter mes 2 comptes. Action. Après la première partie, j'ai vu beaucoup de gens partir dans des théories farfelues. Booba est un métis perdu, il a une double identité, etc. Alors je vais être très clair avec vous. À mes yeux, Booba n'a pas du tout le comportement d'un métis perdu. Oui, il a parfois dit qu'il se sentait noir, parfois métis. Mais ce n'est pas un Bob Marley qui mettait du charbon dans ses cheveux pour les épaissir, ou qui faisait des enfants avec une femme noire pour noircir sa descendance. La seule chose qui anime vraiment Booba, c'est l'argent. Et ça, il ne s'en est jamais caché. Et cet argent, sauf erreur, il ne l'a jamais utilisé pour ses soi-disant combats. L'expression de mon oncle TPMG, tout pour ma gueule, m'a énormément aidé à comprendre son neveu. Pendant longtemps, Booba était le maître de la cérémonie, le rappeur préféré des rappeurs, celui à qui on donne le pouvoir de valider des artistes. Mais c'est quoi cette obsession que les gens ils ont de vouloir se faire valider automatiquement par Booba? Quand il te partage, tu dois profiter de ce tremplin. Quand il te mettait sur sa mixtape Autopsie, c'était le saut royal. Quand il clash Sinix, Diams, Matt Pokora au nom de la cause noire, ça nourrit son image de pro noir. Je ne crois pas du tout à l'intégration, je préfère le système des communautés à l'américaine. Donc vous pensez que l'intégration républicaine à la française, c'est un modèle obsolète? Ouais, je pense que c'est hypocrite. Ouais. On est mieux chez soi avec les gens qui nous ressemblent. C'est pas sans être sectaire, mais aux États-Unis, voilà quoi. Ouais. Les gens, quand ils se retrouvent ensemble, ils sont ensemble à Manhattan par exemple, il n'y a pas de problème. Le soir, ils se retrouvent chez eux, ils n'ont pas de tension, ils sont dans leur communauté avec les gens qui. On ne regarde pas de haut en bas. Voilà. Chacun chez soi. Si quelqu'un ose lui répondre comme Cynic l'a fait, c'est vu comme un affront par le milieu du game, au point de finir isolé. Booba, qui se trouvait trop haut pour les clashs, a compris qu'il avait à sa disposition une fanbase de fanatiques qui n'attendaient qu'un signal pour persécuter ses ennemis. Certains se définissent comme Rat P. Une fois qu'il est à l'abri dans sa villa à Miami, il prend plaisir à clasher à distance. Un tweet, une story, la distance, ça facilite tout. Quand t'es à Paris, en France, là, tu peux pas faire de guerre de rap. Ok. Aux États-Unis, Biggie, Pac, tout ça, ils pouvaient. Ouais. Frère, la Californie et New York, c'est à 5 heures d'avion. Ouais. Les mecs, ils se voient jamais. Ils peuvent se cartonner entre eux. Ouais. Ici, tu vas cartonner l'autre, tu vas être à la terrasse aux Champs-Élysées avec ta femme, tu vas prendre un coup de basse là. Frère, c'est mort, c'est trop petit ici. Les fanatiques deviennent une armée gratuite. Booba lui-même le dit, le bolos est fidélisé à la première dose.
le bonheur se fidéliser. Il se moque d'être détesté tant qu'il a sa fanbase d'ensorcelés qui lui pardonne tout. Sa force, c'est cette fanbase sectaire, où certains gèrent des faux comptes pour s'acharner sur l'ennemi désigné, et tout ça bénévolement. C'est presque plus fort qu'un maître de plantation. Quand le maître donnait un toit et à manger, le Ratpi se contente d'un like ou d'un repartage. Le Ratpi se contente de dopamine numérique. Il dit lui-même qu'il organise des concerts à guichet fermé sur bateau d'esclaves. Concert à guichet fermé sur bateau d'esclaves. Le bateau de la piraterie, rempli d'esclaves qui écoutent le chef pirate chanter, des âmes perdues ensorcelées. Avec le temps, Booba comprend que sa fanbase est également constituée de rappeurs, de journalistes, de personnes influentes dans l'industrie, en plus d'avoir à sa disposition ses Ratpi fidèles. Et ça, c'est sa vraie force. Le roi mégalomane vend son torse et ils achètent. Si tu es en clash avec le roi, dans la minute qui suit, ils deviennent tes ennemis. Le roi peut humilier et mépriser certains Ratpi, il rampe pour obtenir son pardon. Quand un Ratpi veut prendre son indépendance, ça devient un jeu pervers. Le roi le salit, le punit pour trahison, parce qu'il a partagé un ennemi. Les autres Ratpi se jettent dessus pour l'achever, parfois ça finit mal, ça peut aller très loin. Comme le cas de Cobb Gosling, paix à son âme. Après avoir été exposé, identité dévoilée, conversation privée partagée, photos humiliantes, réputation de pointeur, certaines rumeurs parlent de maladie, mais des proches affirment qu'il se serait donné la mort. Lui qui voulait saisir la justice contre le chef des pirates pour avoir sali son nom. Lui qui voulait juste se détacher de l'image du chef des pirates, qui voulait élargir son partage d'artistes sur sa page, sortir de ce rôle d'auxiliaire qui orientait des groupies vers le compte Instagram du chef des pirates, perdra la vie quelques jours après que le chef des pirates décida de le diaboliser sur les réseaux sociaux. On raconte aussi des choses sur la cover du single Bébé. Quand tu zoomes dans cette zone que j'ai délibérément floutée, tu vois une photo intime. La légende dit qu'il s'agirait d'une punition après une liaison écourtée. Moi, je mets ça au rang des légendes. Je ne présente pas ça comme un fait certain. Mais ce qui n'est pas une légende, c'est que Cobb Gosling, jeune et en forme, n'est plus de ce monde. Et ça nous montre le niveau de violence symbolique et de pression psychologique dans cette piraterie. C'est bien connu, les pirates dépouillent les biens matériels et parfois les âmes. Booba a créé une vraie dictature du rap game, ce sont ses mots. J'ai fait du game une dictature. Avec l'âge, il a compris que pour durer, il faut suivre la nouvelle génération et parfois se mélanger. Ce mélange lui permet de se connecter au nouveau, bloquer certains featuring pour ses ennemis, profiter de la lumière des autres pour rester au sommet. Avec l'âge, le roi perd peu à peu son pouvoir manipulateur. L'ascension et la domination de la scène rap française par des artistes d'origine congolaise, soudés et ouverts au mélange, font vaciller sa stratégie de division. Aujourd'hui, son règne bat de l'aile. Ces clashs masquent une profonde frustration. Lui qui a toujours voulu être le centre du monde s'enfonce désormais dans la méchanceté pour attirer l'attention. Il endosse aussi le rôle de producteur, mais pour lui, un artiste, c'est surtout un sujet qui lui fait gagner de l'argent. Quand ce sujet grossit trop, prend son envol et cherche à s'émanciper, il veut l'éteindre. Là où d'autres le voient comme un bienfaiteur, un grand frère qui signe des jeunes, quelqu'un qui donne la force. En vérité, il joue le rôle de patron dans un système qui est en train de mourir. On parle du contrat d'artiste classique. À l'époque où il commence à signer des artistes, le modèle traditionnel commence à s'essouffler. Les rappeurs veulent des distributions, être propriétaires de leur catalogue, gagner beaucoup plus d'oseille. Lui, il arrive en disant « pour nous, par nous ». Mais dans les faits, il produit des artistes, contrôle leur catalogue, se sert de leur lumière pour prolonger sa propre carrière. Et surtout, la marque de fabrique, c'est comment ça se termine après chaque collaboration. Très fréquemment, il est clash, il ramène tout sur la place publique, il tente de salir, il veut éteindre l'artiste sur le plan créatif, médiatique et économique. Si l'objectif était vraiment d'élever les autres, il réglerait ça en privé. Mais non, le linge sale se lave en public. C'est du contenu, c'est du spectacle et c'est aussi un message pour les autres esclaves. Regardez ce qui arrive si vous prenez votre indépendance. Dernier exemple en date, peut-être le plus révélateur, celui de SDM. Un artiste que Booba a longtemps présenté comme un protégé, presque un petit frère, mais qui une fois le contrat terminé, devient brutalement un pion sacrificiel sur l'échiquier. Dès le départ,
L'approche est calculée, même très vicieuse. Booba sait qu'à chaque séparation, son image en prend un coup. On l'accuse de harcèlement, de disproportion, de s'acharner encore et toujours, alors cette fois, il prépare un nouvel angle d'attaque. Déléguer la première frappe. Il ne dit rien directement, préfère partager la vidéo d'un tiers, quelqu'un qui tient un discours dégradant pour SDM, qui le présente comme un traître, un ingrat, un artiste qui n'aurait même pas soutenu Booba pendant sa garde à vue par rapport à l'affaire de Gims et Demdem. Et ce simple partage suffit, parce qu'en réalité, ce n'est pas une vidéo, c'est un signal, un ordre silencieux, un appel à sa communauté de Ratpi. Désolidarisez-vous, laissez tomber SDM, méprisez-le, dévaluez-le. Le plus ironique dans tout ça, c'est que quelques semaines plus tôt, Booba annonçait fièrement avoir unfollow SDM après la fin de leur contrat pour marquer leur fin de collaboration. Comme si ce geste, qui symboliquement est un signe de distance, de mépris, serait un acte fraternel. Comme si SDM n'avait pas été pendant des années, non pas un frère, mais juste un employé, un artiste signé. Une fois la désolidarisation enclenchée, la suite est automatique, toujours la même méthodologie, la même mécanique. Deuxième étape, ternir l'image. C'est là qu'il commence à poster des messages lourds de sous-entendus. Il se prétendait 9 de I à la vie. Il a utilisé notre honneur et notre image pour finir avec des youtubeurs qui lui pètent au visage et au milieu de fachos et de poucaves. Alors chaque mot est pesé, chaque expression sert un objectif précis. Réduire SDM à un opportuniste sans valeur, un traître à la famille, un artiste qui se serait vendu. Mais au passage, et vous allez le constater tout au long de cette vidéo, comme la plupart des manipulateurs, les contradictions sont dans la partie. Booba, qui se vante d'avoir unfollow SDM publiquement, un geste de mépris, parle soudain d'honneur, voudrait d'une loyauté, d'une fraternité, comme s'il s'était montré charitable, comme s'il n'avait jamais tiré profit de SDM, comme si la relation n'avait pas été lucrative de bout en bout. Puis viennent les attaques indirectes, encore plus révélatrices, quand il écrit au milieu de fachos, il vise subliminalement Vald. Quand il dit Poucave, l'ombre de SCH apparaît. Alors pour rappel, SCH n'a fait que répondre à la police après l'assassinat de proches dans une affaire où il a été lui-même menacé. Une situation tragique, dramatique, et pourtant Booba manipule, transforme ça en arme. Ironique, quand on sait que le même Booba, il y a quelques années, sollicitait la police après l'enlèvement de sa mère et de son frère. Mais il en fait un reproche aux autres quand ça l'arrange. Ce double standard n'est pas anodin, c'est une technique de manipulation dont il a le secret. Ça s'est bien terminé, ils ont rien juste à verser de l'argent ou pas? Ah non, non. Rien du tout? Non, pendant moins de 4 ans, j'ai joué le mec du GIGN avec la SDPJ, la BRI, un négociateur. Ça a dû te faire bizarre, hein? Peut-être de l'autre côté, hein? Bah ouais, en même temps, j'ai gardé mon sang-froid, quoi. Et il vaut mieux. Bon, maman va bien? Quand c'est ta mère, ouais, ça va. C'est quoi le prénom? Lucie. Vald, facho, SCH, Poucave. Pour ajouter une couche, il poste un message du soi-disant père de Vald, accusé d'avoir tenu des propos racistes par le passé, avec ce message. Dire que c'est le père de Vald Sullivan, et que Vald Sullivan est à nouvelle école avec Théodora, etc., face à d'autres noirs, et que ça choque que la piraterie, c'est une dinguerie de dingue. Une manière de dire, comment SDM peut-il cautionner ça? Comment des artistes noirs ne réagissent-ils pas face aux propos du père de Vald? Le plus comique dans cette histoire, c'est que, une fois de plus, le même Booba, il y a encore quelques semaines, accusait Pounsi de faire du commerce de la victimisation, car cette influence make-up lui partageait sa tristesse de le voir se moquer d'elle sous une publication qui dénonçait le racisme qu'elle subissait. Alors non, Booba, je ne vais pas mettre de crème avant de faire mon contenu, parce que le but de mon contenu, c'est de faire ma skincare en vidéo. Je suis payée pour ça, je reçois des produits à titre gratuit pour ça. Et je trouve ça vraiment désolant que tu participes à ce type d'acharnement que je peux voir depuis quelques jours. À des personnes qui m'insultent, il faut voir les réponses en dessous de ton tweet. Tu sais très bien ce que tu fais, mais c'est pas grave. En fait, j'ai une chose à dire, c'est Alhamdoulilah. Dieu m'a créé avec un visage comme ça, avec mes imperfections, et c'est pas grave. Moi, j'ai pas honte de le montrer, et je continuerai à faire mon contenu, n'en déplaise à certains. Encore une fois, je pense qu'une créatrice de contenu blanche qui va faire son contenu skincare
jamais personne va lui dire en bas de ses commentaires mets de la crème. Moi, c'est parce que je suis une femme noire et du coup, ça se voit que j'ai une peau extrêmement sèche, comme j'ai déjà répété à maintes et maintes reprises. Alors, toutes les peaux noires ne sont pas comme ça, mais la mienne est comme ça et j'en ai pas du tout honte. C'est dommage, en fait, de participer à ce truc-là de « Ah, t'es une Renoir, mets de la crème, ha ha ha, ouais, j'étais à la grisaille ». Je pensais sincèrement qu'en 2025, on avait dépassé ce stade-là, mais c'est pas grave, moi je mérite ma place comme tout le monde. Je fais le contenu de milliers d'autres créatrices de contenu qui le font et elles subissent pas cet acharnement tous les jours en dessous de leurs vidéos. Donc je trouve ça assez curieux de dénoncer certains abus qu'il peut y avoir dans le monde de l'influence, mais également en causer d'autres en parallèle. Bref, cette vidéo a été faite sans crème. de A à Z, c'est pas ce qui se passe d'habitude, mais là, ça me tenait vraiment à cœur de la faire 100% naturelle parce que je m'assume à 100% et les personnes qui me suivent en sont extrêmement fières et moi j'en suis extrêmement fière. Et bien sûr, toutes tes musiques ont été retirées de ma playlist parce que tu participes à cette vague d'acharnement et à me faire du mal. Donc voilà, peut-être que moi, voilà, ça comptera en rien sur toute ta carrière, bien évidemment, mais voilà. Je n'écouterai plus aucune de tes musiques. Le reste, c'est pas mon problème. Je vais juste finir sur une chose. Est-ce que vous savez que mon son préféré de Booba, du coup, c'est DKR parce qu'il est à moitié sénégalais et que moi, je suis sénégalaise d'origine. Et c'est fou de voir à quel point tu streames un artiste parce que tu te sens proche de lui, mais en fait, à quel point t'es tellement loin. En fait, t'es tellement éloigné, vous avez tellement rien à voir, en fait. Enfin bref. La vie m'en apprend tous les jours finalement. Et en réponse, il a surenchéri et l'a même accusé de faire dans le commerce de la victimisation. Mais pour SDM, il instrumentalise le racisme quand il veut faire du tort, mais préfère se moquer d'une femme noire victime de racisme plutôt que de dénoncer ce qu'elle subit. Monsieur exige que des artistes noirs condamnent un autre rappeur pour les propos de son père, alors que Booba a lui-même évoqué à plusieurs reprises une histoire personnelle liée au racisme dans sa propre famille du côté de sa mère blanche. Dans une interview d'il y a une dizaine d'années pour Linrock, il expliquait « Plus jeune, quand j'allais chez mon grand-père, il me présentait aux voisins comme le fils du concierge. » Une anecdote qui évoque un racisme ordinaire, celui que lui-même dit avoir vécu. Mais que se passe-t-il 10 ans plus tard, au micro de Léa Salamé, sur France Inter? Booba reprend exactement la même histoire, sauf que cette fois-ci, ce n'est plus lui, mais son frère qui aurait été présenté de cette manière. Le racisme, vous l'avez connu au sein de votre même famille. Vous êtes né d'un père sénégalais et d'une mère française blanche. C'est vrai que votre grand-père, le père de votre mère, avait du mal à assumer que ses petits-enfants étaient métis. Oui, ça arrive souvent. Vous avez une anecdote sur ça, je crois, non? Avec votre frère. Il devait garder mon grand frère, qui était petit, et il a dû l'emmener à son travail à lui, et il l'a présenté comme le fils du concierge. Une version modifiée qui interroge comment un récit personnel aussi marquant peut-il changer subitement quelques années après. Une modification qui semble donner raison à son oncle qui affirmait déjà que cette anecdote était fausse. En fait, il se donne une image de ça, mais c'est de toute façon l'image qu'il se donne est une image avec laquelle je suis absolument pas d'accord. C'est-à-dire l'image de voyou, gangster. Mais pas ça encore. Mais je veux dire, dans ces prises de position, je suis la victime du racisme, etc. Ça, non, c'est pas vrai. Et c'est là que réside l'ironie. Booba explique avoir aimé son grand-père malgré ses propos racistes. Il explique avoir compris, contextualisé, pardonné. Pour moi, ça me fait sourire parce que mon grand-père, je l'aimais quand même. Souvent, c'est de l'ignorance, c'est des chocs culturels, etc. Vous lui avez pardonné, quoi. Ouais. Mais lorsqu'il s'agit de Vald, Booba demande l'inverse. Il exige une condamnation totale, une disqualification morale, comme si les propos du père de Vald devaient automatiquement retomber sur Vald lui-même. On voit un mode opératoire calculé, vicieux, qui cherche à faire basculer l'opinion, à détruire des images sous couvert de valeur. Toujours la même méthode, se fabriquer un alibi moral, faire croire qu'il agit au nom de la loyauté, alors qu'en vrai on a surtout affaire à un égo surdimensionné et à un mode de fonctionnement sociopathe dans sa manière de traiter les gens. Pendant des années, Booba s'est positionné comme noir,
pro-négritude, victime de discrimination, symbole du gangsta afro-américain à la française. Il a profité de son avance en anglais, certainement lié à son échange scolaire aux États-Unis pendant 6 mois, mimé les codes du gangsta rap US, utiliser le N-word à outrance, jouer la carte du Black Power. On a eu plusieurs Booba. On a eu le Booba de Lunatic, métis crème café cappuccino, qui utilisait l'argot maghrébin, au point que certains pensaient qu'il était moitié algérien, moitié sénégalais. Le Booba noir bodybuildé sous testo, tatoué façon 50 Cent, avec le skill G-Unit, remplacé par 9 de I. Puis le Booba qui redevient métis quand ses ennemis ont besoin de lui rappeler. Dans un morceau comme Fœtus, il dit se sentir bien qu'avec des noirs plus foncés que lui, et ça nourrit son storytelling pro-noir de pseudo-communautariste. Encore trop jeune pour qu'on me traite de sale renoir. Je me sens proche des négros plus noirs que moi. On est mieux chez soi avec les gens qui nous ressemblent. C'est pas sans être sectaire, mais aux États-Unis, voilà quoi. 30 ans plus tard, on se retrouve avec un Booba multimillionnaire, plus influent que jamais, qui se sent indéboulonnable et qui maintenant se permet d'utiliser le champ lexical du colon, de traiter des noirs d'esclaves, de traiter Théodora, une jeune artiste noire de 22 ans qui aurait pu être sa fille, de N-word de maison. Et bien évidemment, quand j'utilise le terme N-word, je censure, vous avez qu'à lire à l'écran le terme précis, de se moquer de Pounsi, influenceuse noire, sous un post où elle dénonce les attaques racistes qu'elle subit. Redéposer plainte encore une fois, apparemment c'est ce que je vais faire parce que y a des gens qui sont vraiment très culottés ici. Donc là actuellement à l'heure où je vous parle, y a un mec qui fait un live avec plein d'autres mecs où ils sont en train de m'insulter. Donc du coup les gens m'ont prévenu, je suis allée voir, ils étaient trop contents que je sois dans leur live, il fallait voir comment ils étaient contents que je sois dans leur live. Bref, ça m'a traité de carba, de carlouche, de tout ça, bref. Ça... De parler de fonds de commerce de la victimisation, et ça, c'est tout l'inverse de ce que ferait un vrai activiste noir. Malcolm X, quand il parle de N-word de maison, version censurée, cette célèbre réplique, il le dit durant des discours, des interventions télévisées, il ne sort pas ça pour humilier un homme ou une femme noire en particulier. Il s'adresse à son peuple pour conscientiser, pour casser les chaînes mentales, pour redonner de l'amour de soi. Jamais il ne serait permis de traiter une femme noire de N-word pour la rabaisser publiquement. Qualifier une jeune femme de 22 ans de N-word de maison sur des réseaux, en public, en soi est une expression dégradante, et c'est encore plus problématique car les femmes noires sont celles qui encaissent le plus niveau discrimination. Utiliser ce genre de propos donne un véritable alibi aux discours les plus extrêmes. Il offre une légitimation aux négrophobes qui répètent depuis plusieurs années que les femmes noires seraient indésirables ou radioactifs qu'on ne touche pas avec un bâton. Il y a aussi la formule pour nous humilier. Ce nous qui laisse entendre qu'il s'inclut et que cette jeune femme noire de 22 ans seulement serait un outil d'humiliation de toute la communauté noire. Et pourtant, on ne l'a jamais entendu faire ce genre de remarques à des rappeuses américaines. Il était même le premier à dire que les gens en France ne sont pas prêts à comprendre une femme nature quand il défendait son artiste Shai à l'époque, quand on lui reprochait de mettre trop sa plastique en valeur. Et son argumentation de l'instrumentalisation est particulièrement hypocrite, car son propre rap repose sur des thèmes comme le matérialisme, les femmes faciles, la débauche, et tu peux y ajouter parfois une touche de conscience. Ça change rien à cette réalité. Cela ne neutralise pas la part d'instrumentalisation qu'il a lui-même entretenue avec son rap. Au fil des années, Booba s'est construit une image du noir fier, allant jusqu'à faire usage de symboles forts comme son tatouage Black Power. Pourtant, cette posture contraste profondément avec l'un de ses comportements récurrents, le dénigrement public de femmes noires, que hommes et femmes lui reprochent verbalement et par écrit sur les réseaux sociaux. Booba s'attaque aux femmes noires, il n'arrête pas et cette fois c'est l'influenceuse Pounsi qui est dans son viseur. Booba qui s'en prend encore à une femme noire. Après avoir traité Théodora gratuitement de négresse de maison la semaine dernière, il recommence et cette fois sa nouvelle victime c'est Pounsi. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Donc là on a ce tweetos en fait qui met un message de soutien pour Pounsi en expliquant bien le contexte, que voilà elle subit du cyberharcèlement, qu'elle subit du racisme etc. Et là on a Booba qui trouve que la meilleure des choses à faire avec toute sa visibilité, avec toute son influence, c'est de venir se joindre à la cause pour lui aussi descendre Pounsi. Et vous voyez c'est super grave en fait parce que là en ce moment Pounsi est en train de dénoncer comme on le disait tout ce qu'elle est en train de
de subir, que ça soit le racisme, que ça soit le harcèlement. Et elle le dit, c'est majoritairement une certaine communauté. On t'a vu cul et chemise avec des personnes qui ont littéralement appauvri et exploité l'Afrique. Je sais même pas si tu devrais avoir le N-word pass en réalité, c'est trop grave. En tout cas, énorme soutien à Pounsi et je pense qu'il faudrait qu'on soit vraiment de plus en plus à la soutenir publiquement. J'ai vu que Shamsou par exemple l'avait fait et je trouve ça vraiment grave en fait, que tout ça se passe sous nos yeux et qu'on soit dans l'inactivité quoi. Notez-nous une chose, vous avez une sœur ici qui n'a rien fait d'autre que d'être noire. Elle n'a ni insulté une communauté, d'accord? Elle n'a ni manqué de respect à qui que ce soit. Ce qu'on l'accuse, c'est d'être trop noir. Et il y a des noirs dans ce pays qui existent et qui ne défendent pas cette sœur-là. J'ai vu le cas de Booba, qui est un lâche. Et c'est à cause de ce genre de personnes que ces gens-là osent le faire. Une contradiction majeure qui interroge autant son discours que son positionnement. Car se tatouer un tel symbole lié à la fierté, à la force et à la protection d'une communauté, tout en adoptant des attitudes qui vont à l'encontre de ses valeurs, revient à brandir un drapeau que l'on brûle soi-même. Et il y a une citation très forte du frère Malcolm X qui dit « L'homme noir n'obtiendra jamais le respect tant qu'il n'aura pas appris à respecter les femmes noires ». Une affirmation qui résonne encore aujourd'hui, à une époque où la femme noire reste l'une des groupes les plus discriminés dans de nombreux domaines sociaux, économiques ou médiatiques. Si Pounsi refuse de se laisser miner, son témoignage révèle une réalité bien plus large. Sur les réseaux, les femmes noires sont parmi les plus exposées aux attaques racistes et sexistes. Selon Ketsia Mutombo, cofondatrice du mouvement féministe contre le cyberharcèlement, les femmes noires ont 8 fois plus de chances que les femmes blanches d'avoir une interaction violente en ligne. Dans cette perspective, un militant authentique ou même simplement un homme se réclamant solide n'a aucune légitimité à s'attaquer aux femmes de sa propre communauté, à devenir un ennemi de l'intérieur. Historiquement, diviser les membres d'un groupe, notamment en ciblant les femmes, a toujours été une stratégie utilisée pour affaiblir et déstabiliser les communautés. Une méthode observable aussi chez certaines figures controversées, comme Bassem par exemple, ou dans certains mouvements extrémistes utilisant des tactiques similaires. Le paradoxe s'accentue lorsqu'on analyse le parcours médiatique de Booba. Il a été médiatiquement accepté à une époque où d'autres artistes, à la parole plus ouvertement militante, comme le groupe La Rumeur, étaient poursuivis en justice par Skyrock et par Nicolas Sarkozy. Alors, vos thèmes, donc, c'est la colonisation, l'immigration, l'actualité internationale et sociale, les meurtres en prison, les passages à tabac dans les commissariats. Et d'ailleurs, le ministère de l'Intérieur a porté plainte contre vous. Il y aura un procès au début de l'année 2004 parce que vous avez déclaré « Des centaines d'entre nous sont tombés sous les balles de la police ». Des rappeurs, des discours, mais des traitements très différents. Thierry Ardisson de son vivant, qui avait reçu Booba sur ses plateaux, expliquera quelques années plus tard que Booba est avant tout un produit marketing. Carte de je m'en branle de tes questions à la con. Booba, je l'ai interviewé, honnêtement je m'en souviens pas, il y a plein de gens dont je me souviens pas heureusement, mais il m'intéresse pas. Voilà, je pense que c'est du marketing, son attitude. Ardisson précisera également qu'il était rémunéré pour se documenter sur ses invités. Je pense que quand j'interviewe Booba, on voit pas qu'il m'intéresse pas, parce que quand même j'étais payé pas mal pour m'intéresser aux gens, donc je savais quand il est venu sur mon plateau, je savais exactement qui il était, parce que ça c'est un truc très important, c'est un conseil que je donne aux gens qui veulent faire des interviews. Il faut tout savoir sur la personne que vous avez en face de vous. C'est comme un flic, s'il te dit hier soir t'as dîné dans tel restaurant, putain, si c'est où j'ai dîné hier soir, il doit tout savoir. Donc en fait c'est un jeu, c'est-à-dire qu'on donne 2-3 détails absolument très précis pour que le mec se dise oula, je vais pas lui raconter de conneries à lui parce qu'il est au courant du problème. Et Nagui a une très bonne phrase, il a dit Ardisson a fait fortune, ce qui n'est pas vrai contrairement à Nagui, en racontant leur vie à des gens qui hochent la tête. Ce qui rend d'autant plus remarquable qu'il n'a jamais confronté Booba à certaines zones d'ombre ou contradictions durant son passage. Parmi elles, sa participation à un programme d'échange scolaire entre la France et les États-Unis pendant 6 mois, dont le coût est particulièrement élevé. Son enfance dans un environnement socialement privilégié, loin de l'image de vie de rue qu'il met en avant dans sa musique. Ces éléments invitent à une lecture plus nuancée. La posture militante affichée par Booba ne semble pas s'accompagner d'une cohérence dans les actes. Et c'est précisément cette incohérence
entre symboles de fierté et comportements contradictoires qui interrogent la nature réelle de son engagement. Son acharnement sur Aya Nakamura en est le parfait exemple. Dans une interview du 15 septembre 2024, Booba parle d'Aya Nakamura. « Je ne la supporte pas. Je la trouve hautaine, surcotée. Elle a des hits, mais niveau écriture, c'est niveau 6e qui redouble. Elle ne fait rien avancer, elle ne se prononce jamais sur rien, elle a été attaquée par des racistes, on l'a entendu, point d'interrogation. » Aya, qui subit depuis le début de sa carrière de la discrimination et qui répond à sa manière en tant que femme, c'est-à-dire dans la persévérance, en ne s'inclinant pas et en ne se soumettant pas. Elle continue sa carrière, elle se bat pour résister et tenir, et lui, il s'érige en juge de l'utilité sociale. Ce même Booba, qui ne relaie pas les attaques racistes contre d'autres femmes noires, qui se moque de leur physique, qui parle de commerce de la victimisation, qui n'hésite pas à humilier Aya avec des montages, des clichés d'elle non apprêtés, alors qu'elle subit déjà énormément d'attaques sur son apparence, se permet de lui dire qu'est-ce qu'elle a à faire et se permet de juger sa manière de combattre. La reine de France, ils ont dit. Ouf, je vais me rouler un deuxième. Le rebelle du rap français, qui est censé, comme tout homme biologiquement, assurer protection aux femmes, leur demande de se prononcer face aux racistes. Et quand Théodora, âgée de 22 ans, explique que les femmes noires doivent en faire 5 fois plus à cause de leur couleur de peau, il se moque. Pourtant, c'est le même Booba qui disait dans son morceau Ma couleur, « Jugé à cause de ma couleur, j'ai fait les choses dans la douleur, mais j'ai fait les choses à ma couleur, N-word, dealer, dealer. » Le même Booba qui n'arrive pas à prendre la défense de ses sœurs noires, c'est le faire quand il y a des intérêts. Par exemple, si ça peut lui éviter une campagne de boycott de concerts et être bien vu par une certaine communauté, il peut imiter le justicier. Par exemple, en surfant sur l'affaire de Iman Relif pour faire croire qu'il défend une femme racisée, victime de sexisme et de racisme. En réalité, on a en face de nous quelqu'un de profondément instable dans ses valeurs, mais surtout très opportuniste dans sa communication. Et le plus ironique dans tout ça, c'est qu'en 2023, Booba tweetait qu'Aya était la boss, qu'il avait été sceptique au début, mais qu'elle avait prouvé. Il expliquait aussi, via son compte IFP92i, qu'il regrettait d'avoir refusé un feat avec elle par solidarité pour Niska. Aujourd'hui, subitement, Aya devient surcotée, nulle, inutile. Dans le même temps, il produit une artiste comme Aïché, qui est une copie musicale d'Aya, et dont on peut supposer qu'elle-même est fan d'Aya. C'est là qu'on voit que tout n'est que stratégie et posture, TPMG, tout pour ma gueule. Vu qu'on parle d'Aya, autre exemple de manipulation autour de Niska. Subitement, Booba parle des violences de Niska envers Aya, et dit qu'il ignorait tout ça à l'époque de leur collaboration. Sérieusement, Booba, qui passe sa vie sur les réseaux, n'aurait pas vu cette grosse polémique. Il a collaboré plusieurs fois avec Niska, l'a défendu quand il était dans la sauce avec son beau-frère, et c'est seulement au moment de le clasher que soudain l'affaire Aya devient un argument moral. C'est sa marque de fabrique. Se trouver un alibi moral pour camoufler ce qui est au fond une attaque intéressée, une stratégie qui d'ailleurs commence à s'essouffler, mais il a tout de même réussi à duper nombreux d'entre nous. Pourquoi, lorsque je lui ai répondu sur les réseaux et que je le taclais à plusieurs reprises, je l'ai qualifié de faux anti-système. Si on pousse plus loin l'analyse, on se doit de parler de l'agenda gangsta rap et comprendre pourquoi le système avait tout à y gagner que Booba le popularise. Il n'y avait aucun intérêt à le bloquer, et si vous observez bien, Booba parle de censure tout au long de sa carrière, mais soyons sérieux 2 minutes, quelqu'un de censuré ne reste pas 30 ans sous les projecteurs. Ça, ce n'est pas de la censure, c'est de la victimisation stratégique. Une mise en scène qui fait partie du marketing. La vraie censure, elle t'efface. Là, on entretient juste un mythe qui fait vendre, qui renforce le faux anti-système, le faux rebelle. Par essence, le gangsta rap est un produit du système. Aux États-Unis, on le propulse pour nettoyer et surtout noyer le rap conscient, cultiver la criminalité. Certaines théories parlent de liens indirects avec le business carcéral, avec toujours plus d'Afro-Américains en prison. C'est comme le reggae de Bob Marley, qui était un reggae engagé, qui a été noyé plus tard par le raga et les dérivés festifs. Je vous parlais tout à l'heure du groupe La Rumeur. Pourquoi un groupe comme La Rumeur, avec un discours militant, politisé, s'est retrouvé bâillonné, traîné en justice par Skyrock et Sarkozy, surveillé, disséqué
Pendant qu'en même temps, Booba arrive, lui pouvait lancer des paroles très violentes sans subir le même niveau de pression. Pourquoi Booba est un des rares rappeurs à être relayé par des politiques et des figures médiatiques. Dans le livre Empire, enquête au cœur du rap français, il y a un passage parlant de sa rencontre avec Vincent Bolloré. Et la question posée à la fin du chapitre résume tout du rôle du faux anti-système. Comment le rappeur, rebelle des banlieues et pourfendeur de la France-Afrique a-t-il pu poser avec un milliardaire proche de l'extrême droite soupçonné de corruption en Afrique? Dans ce livre, on apprend que Booba a pu rencontrer Bolloré via un intermédiaire pour savoir si ce dernier était responsable de la perte de son compte Instagram, que Bolloré a appelé Laurent Soli, haut placé chez Meta, devant Booba pour se renseigner. Vous pensez réellement qu'un anti-système aurait droit à ce genre de faveur? On apprend aussi que l'interview croisée avec Bernard Scarsini, ancien patron du renseignement intérieur, a été organisée par ce même réseau de connexion. Booba l'anti-système, au cœur de cercles très proches du système, comme dans la première partie, je vous disais, Booba l'anti-système aimé par le système. On apprend également que lorsque le média OKLM était en difficulté, ils auraient tenté de chercher un soutien du groupe Vivendi appartenant à Bolloré. Booba aime nous vendre le slogan « Pour nous, par nous ». Mais le « nous » veut dire quoi? La banlieue, le peuple, les noirs, les minorités ou un certain cercle de privilégiés. Booba n'est pas un danger pour le système, il est un produit du système qui le nourrit et qu'on laisse rugir tant qu'il reste dans le cadre. Il est l'anti-système qui rapporte, on le comprend très facilement avec le partage du récit entre les deux hommes où Bolloré lui explique que ce n'est pas dans son intérêt de lui dire « Mon garçon, je ne sais pas qui tu es, mais tu me rapportes de l'argent parce qu'on te distribue. Pourquoi je voudrais te nuire ?» On apprend également que c'est Booba qui souhaitait faire la photo et que Bolloré lui aurait dit que c'était pas la meilleure idée. Malgré l'impuissance de Vincent Bolloré face aux algorithmes de la plateforme, et alors qu'il s'apprête à prendre l'ascenseur, Booba propose de prendre une photo. Les deux hommes plaisantent, c'est pas terrible pour toi de poser avec Bolloré, s'amuse le breton. Pas terrible pour toi non plus, réplique l'artiste, large sourire aux lèvres. L'image capturée depuis le téléphone de Booba circule en quelques heures, postée sur son nouveau compte Instagram. Continuons d'énumérer les différents éléments qui me poussent à dire que Booba est un faux anti-système qui maîtrise l'art de la communication tel un politique. Souvenez-vous, dans la première partie de cette vidéo, je vous avais parlé de la question Palestine et notamment sa punchline sur son humeur palestinienne, car il était très ambigu sur son explication durant une interview avec un membre de la communauté juive, alors que sur les réseaux, il utilisait cette punchline comme un acte militant destiné. Je suis d'humeur palestinienne, histoire de faire comprendre qu'il a toujours supporté la cause, à tel point qu'on pourrait oublier son ancienne interview avec Michael Seban de Confession Juive en 2004 pour le média Technicart, qui lui a demandé des précisions sur cette punchline. Et il fera comprendre qu'il n'y a rien de militant dans cette punchline et que c'était surtout pour la rime. Je vais vous lire un petit extrait. T'avais un lyrics qui disait que t'étais d'humeur palestinienne. Booba, c'est parce que je suis de mauvaise humeur, c'est tout. Et à la télé, quand je vois un Palestinien, il est toujours soit en sang, soit en train de lancer des pierres. Michael Seban. Mais t'es d'accord que je suis d'humeur palestinienne, ça peut vouloir dire le mec qui se fait péter avec la ceinture d'explosifs aussi. Booba, un mec bien énervé, bien chaud. Michael Seban. Si t'es d'humeur palestinienne, c'est qui l'Israélien? Booba. Ça rimait tout simplement avec Yen, ça ne va pas plus loin. Quelle fut pas la meilleure des réponses, de sa part, de diffuser des images de génocide durant sa série de concerts qui ont suivi ma vidéo. Et beaucoup vont y voir un acte militant fort. Médias alternatifs vont relayer à toute patate cet acte de dissidence. Info. Lors du concert de Booba à la Défense Arena, des images du génocide à Gaza ont été projetées sur un écran géant. Alors on pourrait se dire, incroyable, Booba se rebelle, cet anti-système. Au moins, il se prononce sur des causes nobles. Alors je vous propose un petit exercice. Allons sur son compte Twitter qui héberge plus de 6 millions d'abonnés, créé depuis 2010. À ce niveau, c'est un média à lui tout seul. On va taper quelques mots-clés. Palestinien, 0 résultat. Palestine, un post pour clasher Hanouna. Génocide, juste quelques réponses, dont une où on lui reproche de ne pas dire le mot génocide. Gaza, quelques posts, dont un où il cite Gaza, l'Ukraine, le Congo, le Liban, mais c'est surtout pour attaquer Demdem, la femme de Gims.
Un anti-système avec plus de 6 millions de followers sur Twitter. S'il voulait être un vrai anti-système, il pourrait faire beaucoup plus qu'un décor de concert. Un tweet bien placé, clair, assumé, aurait plus de voix qu'une vidéo projetée sur un écran de concert pendant que des gens sont en transe. C'est aussi ridicule que Caris, qui rend hommage à sa mère pratiquante chrétienne, avec des danseuses équipées d'un plug dans l'arrière-train, lui-même se proclamant musulman. Un anti-système qui posture sur scène, mais qui reste très prudent sur la plateforme préférée des politiques et des journalistes. Un anti-système qui est très prudent dans sa communication. Autre démonstration de Booba dans son registre militant, protecteur du rap français. Quand il est dans une impasse noire, il est capable de faire diversion pour éteindre une polémique, par exemple en partageant un morceau de Kenya Arcana, en se rangeant dans la catégorie des vrais engagés. Reviens leur dire « Merci, nous ne sommes plus qu'une poignée, c'est maintenant ou jamais, nous ne sommes plus qu'une poignée ». Il est assez drôle. Traiter les autres rappeurs de faux caïds également, faisant croire qu'il fait partie du clan des artistes conscients. Alors que depuis plusieurs années, il enchaîne des sons mainstream, parfaitement calibrés pour Skyrock, qu'il prétend boycotter. Qu'il participe également à la dégradation du rap, avec des morceaux comme Rat P World ou Désiré Doué. Posez-vous la question, est-ce qu'on peut mettre Booba dans la même classe que Kenya Arcana, qui a un vrai engagement constant, radical depuis le début de sa carrière, ou même un Lino, qui a toujours refusé certains compromis, et qui lui ne ferait jamais un Rat P World ou un Désiré Doué. Si vous êtes capable de répondre à cette question, alors il est facile de comprendre que Booba vend la posture de militant, mais c'est avant tout un acteur, un stratège marketing, qui sait quand arborer le drapeau et quand le ranger dans sa poche, surtout avec une certaine communauté. J'ai encore plus compris la supercherie de sa fausse indépendance, de sa pseudo-liberté d'action, quand il m'a dit « je fais de Bassem mon obsession ». C'est une manière de cacher sa lâcheté et de dévier le débat. Quand je parle de Bassem, je ne parle pas d'un individu, je parle d'un symbole d'idéologie nauséabonde qui nourrit la négrophobie et les tensions entre Noirs et Maghrébins. Booba lui-même a été victime de cette idéologie, des mouvements de boycott, des polémiques autour de ses morceaux. Le dénommé Bassem l'a même insulté de sale N-word. J'ai dénoncé sur mes réseaux ses propos négrophobes visant Booba, et en retour, il a partagé Bassem contre moi. Depuis l'histoire du Red Room, Booba le rancunier a-t-il cherché à éteindre l'influence de Bassem? Dans son combat contre les influx voleurs, a-t-il listé Bassem comme il a pu le faire pour éteindre son ancien pote Marc Blatta? Non. Pourquoi? Parce que ça le mettra en conflit direct avec des dynamiques qui peuvent lui retomber dessus. Et surtout, parce que ce n'est pas prioritaire dans son logiciel. Ça ne rapporte pas d'argent. En moins de 3 mois, il a mis plus d'énergie à essayer de me faire taire qu'un Bassem. Et ensuite, il traite les autres de révolutionnaires en carton. Mais quand des petites structures comme la mienne essayent de s'organiser, d'agir, puisque les grosses têtes comme lui ne le font pas, il les attaque, il les traite de clowns et il essaie de les discréditer. En 30 ans de carrière, a-t-il mené un vrai combat qui n'est pas lié à un clash? Ici, personne ne lui a demandé d'être un militant, mais quand tu joues l'anti-système, à un moment il faut que les actes suivent. Sinon c'est juste une posture marketing. Le comble, c'est qu'il m'a traité de calomniateur, escroc, influx voleur, qui ferait des cagnottes pour se remplir les poches, que je ferais de l'argent sur un mort, que je serais également un chasseur de primes. Il a même insinué que je faisais une fausse promesse d'investigation à la famille de Werenoi alors que j'ai fait plusieurs vidéos et je n'ai jamais dit que j'étais dans une investigation, mais juste pour établir l'honneur, préserver, défendre l'honneur d'une maman endeuillée. La réalité, elle est simple, je n'ai jamais fait de placement de produit de ma vie, je reçois souvent des propositions que je laisse sans réponse, je n'ai jamais été payé pour parler d'un sujet sur ma chaîne, la mère de Werenoi elle-même l'a dit en live, elle ne m'a jamais payé. Il est tellement bon qu'ils veulent l'éteindre. Tu m'entends? Écoute, c'est maman Bana que je parle de Werenoi. Il est tellement bon qu'ils veulent l'éteindre. Mais on va rien éteindre. Moi, Marcus, écoute-moi bien. Je le connais, ce monsieur. Je l'ai jamais vu en live. Moi, je connais le. Je savais même pas un jour Marcus va parler de moi dans un truc à lui. T'as capté? Moi, c'est un gars que j'admire par rapport à son taf. Et moi, je m'en fous. Quoi, frère, Bana, je la connais. Non, moi, j'ai pas mis 1 euro dans personne. Hein. Je te dis. Hey, non. Pas mais mis. Tu sais, Moussa. J'ai pas mis 1 euro dans personne. Elle lui a également adressé un message pour lui demander de respecter les mères,
de ne pas se mêler de cette affaire et elle se demande s'il ne prend pas la défense de Babs contre elle juste parce qu'il veut acheter le catalogue musical de son fils. Et le passage qui m'a le plus plu dans le message de cette maman, c'est quand elle lui lance « Laisse-nous entre esclaves ». Et ça, c'est très puissant, car elle lui renvoie le mot qu'il a utilisé contre moi à plusieurs reprises. Ça exprime aussi l'idée qu'il n'est pas avec nous. D'ailleurs les amis, je profite pour faire une petite pause pour vous parler d'une cagnotte mise en place pour soutenir la mère de Werenoi. C'est mon associé, et je la remercie pour ça, qui travaille avec moi dans l'association, qui l'a mis en place et croyez-moi, ce n'est pas la maman qui en a eu l'idée. Et je me suis battu pour la convaincre, pour lui dire qu'il faut qu'elle accepte cette aide. Et comme je l'ai déjà dit, et comme Sadek l'a confirmé, c'est une femme profondément détachée de l'argent. Et c'est ce qui m'a marqué chez elle, c'est sa dignité, sa fierté, sa force malgré la douleur. Aujourd'hui, elle doit affronter des démarches judiciaires lourdes et coûteuses. Elle ne demande rien, mais en vérité, elle a besoin de soutien. Et c'est à nous de jouer. Si cette affaire dérange au point de censurer, c'est qu'il y a quelque chose à défendre. Même le plus petit don, et quand je dis le plus petit don, ça peut être 1 euro, 2 euros, c'est un geste qui compte. On n'a pas été censuré pour rien, on n'a pas perdu des comptes Instagram pour rien. Je vous le redis encore, si ça dérange autant, c'est qu'il y a quelque chose à défendre. Je le répète, même le plus petit don, c'est déjà une victoire symbolique. J'espère vraiment que on va tous se mobiliser pour l'aider. Je mets le lien dans la description de cette vidéo et je remercie encore ceux qui vont participer, ceux qui vont agir. Je vais voir, on va faire un constat et on va voir réellement qui soutient réellement. Alors je veux que ce soit clair, parfaitement clair. L'argent arrive directement sur son compte. Le RIB, c'est le sien. Cet argent ne transitera par aucun autre compte que le sien. Allez, on reprend. On arrive à la fin et on va revenir sur le cœur du concept TPMG, tout pour ma gueule. Parce que derrière les grands discours, les postures de justiciers, les postures de rebelles, derrière les codes de la cause noire, le tatouage, point Black Power, il y a surtout un acteur, un homme qui maîtrise la mise en scène, quelqu'un qui sait très bien raconter une histoire où il passe pour le héros. Il arrive à faire croire qu'il défend les autres, alors qu'en réalité, il défend surtout son personnage, son image, son aura, son business. On le voit même dans des choses plus subtiles. Un TPMG, c'est comme un pote qui te dit « émancipe-toi ». Monte ton label, sois indépendant, mais quand tu montes ton label, il ne relaie rien, il ne te partage jamais. Par contre, le jour où tu as un problème de justice, là, subitement, il va s'afficher publiquement, jouer le frère qui n'a jamais lâché son frère parce que ça fait de lui un homme dans sa stricte crédibilité, mais surtout une belle scène dans le film. Dans les faits, les autres ne sont souvent que des accessoires, de la décoration, du storytelling. La loyauté, c'est une façade. Le collectif, c'est un décor de cinéma. Le discours engagé, c'est une couverture marketing. Même son fameux pour nous, par nous, quand tu regardes les faits, tu te rends compte que le nous, c'est surtout lui-même. Quand tu recules et que tu regardes tout le tableau, tu ne vois pas un leader, tu vois du TPMG. Vu qu'il aime les comparaisons et qu'il aime les délires de compétition, si on compare le parcours de Booba avec celui de son ennemi juré Rof, ou même d'autres, on voit que Rof n'a pas eu besoin de se greffer aux autres, il n'a pas eu besoin de se greffer à des vitrines, s'appuyer sur un collectif ou de récits d'appartenance pour exister. On peut ne pas aimer Rof, mais comme je dis souvent, au moins dans sa bêtise, il reste cohérent. Mais il n'a pas eu besoin de cette même architecture narrative. Booba, lui, il a construit une histoire complète autour de sa personne. La banlieue, la négritude, l'antisystème, la piraterie, les ennemis, les traîtres. Sans ce décor-là, son film n'aurait même pas la même intensité. C'est comme un scénario hollywoodien. Le héros, l'ennemi, la trahison, le sacrifice, la revanche. Rof, lui, peut dire « je me suis fait dans la rue, j'ai un vrai vécu ». Parfois il en joue trop, même trop, mais c'est son vécu. Booba, lui, il a eu besoin d'un décor pour renforcer sa street crédibilité, pour compenser ce qu'il n'a pas réellement vécu. Donc finalement, il doit beaucoup aux gens qui l'ont rencontré. Et il doit beaucoup aux gens auxquels il s'est greffé. Au final, Booba, c'est un peu ce gosse qui veut être le seul à briller, l'enfant gâté devenu multimillionnaire qui se paye des faux amis, qui assure également sa sécurité, un MC sans quartier fixe qui a prôné la rue, quelqu'un qui entretient une légende tellement travaillée qu'on ne sait plus parfois où s'arrête l'homme et où commence le rôle. On espère que le documentaire de sa vie sur Netflix, quand il sera raconté, ne sera pas seulement un blockbuster hollywoodien, mais un vrai documentaire sur ce qu'est un génie du mal dans l'industrie du rap français. Quelqu'un qui sait manipuler les imaginaires, utiliser les causes, sacrifier des gens, construire un empire sur le dos d'un nous qui a toujours un parfum de tout pour ma gueule. Les amis, cette partie
2 se termine. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher un like si ça vous a plu. N'hésitez pas à utiliser l'option boost pour donner de la force. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pourquoi pas une partie 3. Prenez soin de vos parents. Grosse force à vous. Peace.